Deuxième partie de l'émission Le Monde en 7 de ce samedi 6 novembre 2021. Nous allons parler maintenant du Togo et évoquer donc cette grève d'avertissement des enseignants, toujours sur le plateau avec mes deux invités. Spero Maoulé, président du groupe d'action pour la gouvernance et la démocratie, et Eric Johnson, directeur de publication de l'Union. Alors, il y a eu donc grève des enseignants au Togo, grève à l'appel de la FESEN, la Fédération nationale de l'éducation du syndicat de l'éducation au Togo, qui a appelé à une grève les 3 et 4 novembre. Selon le point fait par les responsables de ce syndicat, la grève a été suivie. J'ai envie de commencer par demander, Eric Johnson, est-ce que vous avez dans un premier temps compris les motifs de cette grève? On parle d'une gratification qui aurait été spéciale, qui aurait été promise et qui n'est pas venue. Oui. C'est un motif pour aller en grève? Pour moi, personnellement, je pense que non. Parce que, vous savez, à la rentrée des classes cette année, la rentrée 2021-2022, les enseignants ont quand même déposé un chapelet de revendications sur la table du ministre de l'enseignement primaire et secondaire et technique, avec qui les syndicats ont eu à discuter. Et dans cette discussion, il y a eu également le ministre de la fonction publique, etc. C'est un collège. Oui, il y a un cadre de discussion qui est là. Donc, il a été question de cette gratification spéciale, tout simplement parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez la nouvelle façon d'enseigner dans les écoles, avec la crise sanitaire, c'est un travail supplémentaire qu'on est en train de demander aux enseignants. Et donc, le gouvernement estime que quand vous demandez plus aux gens, il faut quand même les aider à pouvoir faire ce travail. Et donc, on leur a promis ces gratifications depuis l'année dernière, c'est-à-dire l'année scolaire 2020-2021. Et donc, les discussions étaient en cours. Là où je dis que je ne vois pas de raison pour aller en grève, c'est que rien n'a été fixé. Le gouvernement n'a pas encore planché sur ce qu'il faut octroyer aux enseignants. Et les enseignants, jusqu'à aujourd'hui, ils ne savent même pas combien le gouvernement met dans la cagnotte pour savoir combien chacun va percevoir. Mais si vous allez en grève, le gouvernement vous dit non, nous n'avons pas encore ce que nous voulons vous donner sous la main. Parce qu'il s'agit aussi de voir il y a une incidence sur le budget. Oui. Et donc, il fallait juste aller continuer les négociations pour déterminer ce que vous allez percevoir et maintenant vous réclamez. Parce que vous avez le droit, parce que c'est le gouvernement qui a promis, vous avez le droit de réclamer, mais pas en bloquant le cours normal de l'année. Le cours normal des choses. Oui. C'est mon avis. Spero Maoulé, la même question, ce sont les enseignants qui en appelant, enfin la FESEN, qui en appelant à cette grève à un peu exagérer. Je ne vais pas dire qu'ils ont exagéré. Vous savez, moi, je suis enseignant et je sais la pénibilité de l'enseignement. Je ne suis pas le seul enseignant, ça c'est évident. Même le ministre de l'enseignement est un enseignant. Oui. Et il connaît la pénibilité de l'enseignement. Et donc, l'enseignant qui vit de façon très précaire au Togo, ça il faut le dire. Ce n'est plus le cas. On est ici dans la fonction publique. Avec un pouvoir d'achat fragilisé. D'ailleurs, pour nous tous, par Covid. Je suis d'accord qu'il faut donner au gouvernement le temps et les moyens
pour régler ça. Mais ça fait quand même 1 an. C'est-à-dire qu'entre-temps, il est quand même passé un exercice budgétaire. Oui. Et donc, on devrait Avec prévoir... des rectifications. Je ne parle pas de cette année. Oui, je parle de Donc, l'année budgétaire. Oui, on pouvait alors l'intégrer. Ça n'a pas été fait. Et ensuite, ce n'est pas la première fois qu'il y a ces conflits entre le syndicat des enseignants et le gouvernement. Le dialogue, là, est là depuis. Et lorsque, dans un dialogue, une des parties a l'impression qu'on joue avec elle, qu'il n'y a pas de promesse tenue, c'est normal que chacun essaie de mettre la pression. L'enseignant a deux moments pour faire une grève. À la rentrée ou avant les examens. C'est le seul moment où sa pression peut être véritablement efficace. Personne ne souhaite la grève. En tout cas, pas nous en tant que parents. Et enseignants. Et enseignants. Mais puisque les enseignants le font pour avoir des droits, je crois qu'eux-mêmes, ils n'ont pas intérêt à faire ça. Parce que ce que les gens oublient souvent, c'est que pour la période où vous avez fait la grève, vous ne prenez pas de salaire. Oui, il y a des précomptes. Donc, personne ne veut aller en grève. Mais que les gens soient tenus d'aller à la grève, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et la grève est un droit constitutionnel. Et il appartient au gouvernant ou alors à l'employeur, dans certains cas, de faire tout et tout pour voir dans quelle mesure il faut arriver à trouver des solutions. Alors, ce qu'avait dit au cours de la semaine le ministre de la fonction publique, Gilbert Bahora, chez nos confrères de Victoire FM, c'est qu'on fait grève pour des droits et non pour des promesses. C'est à quel moment la promesse devient un droit? C'est ça le problème. Si nous sommes en négociation, par exemple, je ne vais pas sur le terrain litigieux actuel. Nous sommes en négociation. Peu importe la sortie du problème, mais que vous me dites que, bon, pour régler le problème, je vais t'octroyer, par exemple, tel bien. Est-ce que ça ne devient pas un droit pour moi? Ce n'est plus une promesse, puisque tu t'es engagé à me donner la chose. Et si on va sur ce terrain-là, il y a quelque chose que je n'apprécie pas vraiment chez nos concitoyens togolais. C'est comme une fois, dans l'histoire du Togo, où on est allé aux négociations, Feu Etienne, Feu Gnassingbé Adema a signé un accord, et on vient dire, un accord ne lie que les signataires. C'est des petites phrases qu'il ne faut jamais faire. Vous avez promis, la promesse devient un droit pour la personne. Il faut tenir l'engagement. Maintenant, s'il y a des contraintes, il faut que la personne sache que vous êtes de bonne foi en disant qui a contrainte. Que ça ne soit pas simplement du dilatoire. Et à partir du moment où la personne a l'impression que c'est du dilatoire, c'est à bon droit que la personne peut chercher à mettre les pressions. Est-ce que un gouvernement fait des promesses avant d'aller réfléchir au modus operandi? Mais tu sais que cette crise sanitaire-là a surpris tout le monde. Et il fallait quand même continuer par aller à l'école. Et donc, pour entretenir les enfants, mais ce sont les enseignants. Et donc, comment motiver les enseignants? En faisant des promesses à ne pas tenir? Non, pas à ne pas tenir. On peut tout de suite dire, attention, parce que les enseignants vont faire un surplus de travail, il faut quand même leur trouver quelque chose. Mais même si on n'a pas, c'est un État. Même si on n'a pas la chose aujourd'hui, on se dit, on peut l'avoir et respecter cette promesse-là. Ce n'est pas en promettant et à ne pas le respecter. Ce que je veux ajouter aussi par rapport à ce que disait M. Maouli, c'est que c'est Spero comme tout à l'heure. Hein. Pardon? C'est toujours Spero. Hein. Ah oui, ben attends. Il faut quand même respecter... Non, tout à l'heure, tu m'as dit Spero. Donc, on continue avec Spero. Avec Eric. Tu préfères. Je préfère. Okay. Par rapport à ce que vient de dire Spero, mais il y a plusieurs syndicats ou plusieurs centrales syndicales d'enseignants. Mais pourquoi
tous les autres se sont rétractés par rapport à ce mot mouvement de d'ordre. grève. Parce qu'en préparant cette émission, j'ai eu quand même le temps de joindre certains qui disent même n'avoir pas été consultés par la FESEN qui a lancé l'appel. Or, ces syndicats ont l'habitude de se consulter, d'aller en négociation avec le gouvernement ensemble. Il y a eu une centrale qui a fait une sortie quand même pour demander aux gens de ne pas aller en grève. C'est la FESEN-Tête. La FESEN-Tête qui dit il faut patienter parce que les négociations continuent. Il faut qu'on soit sûr de ce qu'on va nous donner avant de pouvoir mettre la pression pour les récupérer. Je crois que à partir de ce moment, la FESEN pouvait aussi demander aux gens, ok, les autres centrales syndicales ne sont pas encore prêtes pour qu'on mette la pression. Parce que quand vous voyez ça, on a comme l'impression qu'il y a une division au sein du corps enseignant, ce qui n'est pas bien pour des négociations avec l'État. J'ai lu une sortie du député Jerry Tama sur la question. Il fustigeait dans la sortie les propos des deux membres du gouvernement, notamment messieurs Kokoroko et Bawara, dont il jugeait les propos belliqueux. Mais il s'en prend aussi aux enseignants qui grèvent pour un oui ou pour un non. C'est moi qui ai paraphrasé comme ça. Oui, moi, jusque-là, je n'ai pas dit que la grève là était une bonne chose ou une mauvaise chose. On aura peut-être au cours de ce débat-là à revenir là-dessus. Mais pour le principe, si vous promettez, tenez la promesse. Si ce n'est pas possible, l'antériorité de vos bonnes foi serait un gage pour la personne qui doit pouvoir agir là-dessus. Mais du moment où le cadre de discussion est toujours là et que les échanges continuent. Mais oui, mais attendez, le Code du travail, enfin, ça ne lie pas la fonction publique, c'est clair, dit, pendant que vous êtes en préavis, les négociations continuent. Mais ça ne veut pas dire que le mot d'ordre de grève est enlevé. Est-ce que, pendant que le dialogue se poursuivait, est-ce que l'État a eu l'opportunité de donner un gage de confiance à ces gens d'en face? La question se pose. Je n'étais pas aux négociations. C'est clair. Est-ce que le syndicat, la centrale, puisque c'est une centrale, la fédération a bien fait de lancer le mot d'ordre de grève? Je ne peux pas juger. Des gens se sont rétractés, c'est normal. De toutes les façons, on n'oblige personne à aller à la grève. Et on ne licencie pas non plus pour pouvoir corriger. Ça, on reviendra là-dessus. Mais j'ai toujours eu la sensation que les gens ont l'impression qu'il faut la force pour maintenir ce pays. Non, il faut le dialogue et il faut tenir ses engagements. Quand vous entendez nos gouvernants parfois répondre souvent à des mots d'ordre de grève ou à des mouvements d'humeur, vous avez l'impression qu'on est en guerre entre les acteurs. Non, on n'est pas en guerre. Les gouvernants gèrent la chose publique qui nous appartient à nous tous. Et le syndicat a des droits, mais sur une activité publique qui nous appartient à nous tous. Et donc chacun, dans les démarches, doit pouvoir tenir compte de l'intérêt supérieur de ce pays-là. Et du coup, certaines expressions même posent problème. Je crois que parfois même, une sortie d'un ministre corrige même les tendances. Je suis sûr que si les deux ministres, au lieu de sortir comme ils ont fait leur sortie médiatique, avaient peut-être appelé à d'autres négociations, ou si à un moment donné, ils ont fait preuve de souplesse ou de diplomatie, les gens pouvaient comprendre que non, on va vous donner encore un peu de temps, on va vous donner encore un peu de crédit pour que les choses aillent mieux. Ce que disent, je ne veux pas envisager la possibilité que les gens de cette centrale-là soient si carrés qu'avec même des promesses, ils vont faire ça. Donc je crois qu'il y a un problème fondamental qu'il faut gérer.
c'est peut-être un problème de confiance entre les acteurs qui a dû manquer. Justement, j'ai lu, j'essaye de retrouver, je vais retrouver ça quand même, une sortie de... Enfin, on parle de déclaration d'enseignants qui disent que c'est comme le gouvernement perd la crédibilité à leurs yeux. Oui, ceci se généraliserait si c'était l'ensemble du corps enseignant qui était allé en grève. Et il faut faire attention. Parce que, vous savez, Espero disait un truc fondamental. C'est que les gens pensent que lorsque vous réclamez des choses, c'est que vous êtes en guerre. Alors, je vous lis la phrase que je disais tout à l'heure. On dit déclaration des enseignants engagés du Togo, mais c'est pas signé. Je ne sais pas si ce qu'on appelle enseignants engagés disent, vu les engagements pris par le gouvernement togolais, que les engagements pris par le gouvernement togolais ne sont jamais respectés. C'est le jamais là qui a attiré mon attention. Donc il y a un problème de crédibilité du gouvernement pour ces acteurs. C'est une crise de confiance tout simplement. Oui. Il faut dire que les gens, quand par exemple vous êtes en face des gouvernants et que vous réclamez quelque chose, les gens donnent l'impression qu'ils sont en guerre. Que ce soit du côté des gouvernants que du côté de ceux qui revendiquent. C'est là où je rejoins un peu Spero, en disant non, on n'est pas en guerre. C'est nous tous, parce que celui qui est l'actuel ministre de l'enseignement primaire et secondaire technique, mais il est enseignant. Oui. Quand il va quitter son poste ministériel, il va retrouver son corps. Et donc, à partir de ce moment, les revendications qui se font aujourd'hui l'engagent aussi. Et donc, on n'est pas en guerre. On veut juste arranger les choses pour que la situation soit meilleure pour tout le monde. Et comme pris de cette façon-là, il faudrait que les gens pensent d'abord à ce qui nous concerne tous. On parle des raisons d'utilité publique. C'est pour nous tous. Et au lieu, par exemple, Jerry, quand il prend les deux ministres, Bawara et Kokoroko, par rapport à leur sortie, leur fermeté, Kokoroko qui dit que les gens seront sanctionnés. Et ils l'ont été. On va revenir sur ça tout à l'heure. Comme tu l'avais demandé. Hein. C'est toi qui l'as demandé. Bon, donc... Et Bawara aussi, qui était ferme, qui dit non, qui ne voit pas le mobile de cette grève, etc. Non, c'est-à-dire qu'à un certain moment, il faut se dire, attention, quel que soit le groupe qui veut passer à l'action, mais ce sont des Togolais. Mais ils ont certainement besoin de quelque chose. Pourquoi ils ont choisi ce moment ? Pourquoi veulent-ils le faire de cette façon? Pourquoi ils n'ont pas choisi une autre manière de le faire? Et apporter juste de petites solutions. Dire, bon voilà, on a compris ce que vous réclamez, mais nous allons continuer, pas négocier. C'est des choses très simples pour permettre à tout le monde de revenir à la table de négociation. Certes, il y a eu encore une rencontre avec le corps enseignant le jeudi, le jeudi, mais jusque-là, on ne sait pas ce qui est issu de cette rencontre-là. Mais c'est toujours appeler les gens à s'asseoir pour discuter, échanger. Il ne faut pas aussi que les syndicats, la FESEN aussi, parce que en mettant l'accent sur cette grève-là, que finalement, qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir? Est-ce que la grève là va continuer ou on va arrêter? C'est du wait and see. Ouais. Dans la sortie du député Jerry Taban que j'évoquais tout à l'heure, ce qu'il dit aussi, c'est que ces enseignants, parce qu'on est dans le public ici, qui font grève, alors qu'il y a des situations auxquelles ils peuvent être solidaires. Quand vous prenez les EV, par exemple, qui ne perçoivent pas grand-chose ou pratiquement rien dans certains milieux, quand vous prenez même les conditions de travail, mais on est là à s'accrocher à des promesses, alors que dans le fond,
on a déjà un salaire, on a des bonus et tout qui permettent pour l'enseignant J'ai entendu des députés demander l'amélioration de leurs conditions alors que les députés sont déjà à 1,3 million. Hein. Mais donc, c'est chacun qui cherche son intérêt. Et il appartient au gouvernant de démontrer à celui qui cherche son intérêt ce qu'il y a d'exagéré dans la chose. Vous voyez, lorsqu'à un moment donné, par exemple pour la crise Covid là, si à un moment donné, c'est un exemple que je donne pour illustrer, en tant que directeur d'une structure, je dis, voilà mes dépenses, je diminue ça de 50%. Je demande à vous aussi de diminuer de 50% pour qu'on puisse faire œuvre humaine. Les gens vont comprendre. Mais si je suis là, je dis, diminuer parce qu'on a besoin de faire œuvre humaine et que pour moi, je vis mon rythme, il y a un problème. C'est vrai que c'est des gratifications qu'on a eu à leur promettre. Mais il faut connaître la situation de ces gens-là pour savoir que cette gratification-là, elle est salutaire pour la plupart. Et donc, c'est tout à fait... Moi, je ne les récriminerai pas pour avoir cherché à avoir leur intérêt alors que d'autres ne sont pas dans cette situation. À un moment donné, est-ce que ces volontaires qui sont démunis là, on n'a pas tenu compte de leurs éléments dans les revendications? Oui, je crois qu'on est en train de les reverser maintenant à la fonction publique. Et la dernière fois, j'ai entendu que la centrale disait qu'après, ils vont porter dans les revendications aussi la situation des directeurs qui ont été démis de leur titre, de leur poste, de leur responsabilité, etc., qui vont tenir en compte. Dans tous les cas, ça va venir. Mais est-ce que ça suffit pour justifier ou pour dire que l'action est mauvaise? Je ne pense pas. Moi, honnêtement, je pense que il y a plusieurs styles de management. C'est évident. Mais moi, personnellement, je ne suis pas pour le fait de mettre la force toujours d'abord. Il y a toujours... Moi, je le dis, jusqu'à aujourd'hui, même si la plupart des Togolais disent qu'il y a eu trop de dialogue, moi, je dis, il n'y a jamais eu trop de dialogue. Il faut toujours parler, mais en se basant sur de la confiance qu'on doit se faire. Et quand vous donnez des garanties, quand vous faites des promesses, donnez les garanties du respect de cette promesse-là. Si vous avez fait des négociations une fois, que vous n'avez pas tenu parole, ça va être difficile pour l'autre de vous faire confiance quand vous allez encore faire des promesses. Un gouvernement ne peut pas faire des promesses sans tenir compte des problèmes qui peuvent arriver. Ce n'est pas tout le monde qui peut être gouvernant. Et si on vous a choisi, c'est que vous avez des compétences là-dessus. Et nous, on attend simplement que vous donnez de bons résultats. Et donc, vous ne pouvez pas dire à un moment donné, donc on ne peut pas, si vous partez quand même en grève, on va vous sanctionner. C'est vrai que je caricature la chose, mais c'est le sentiment que ça donne. Puisque malheureusement, juste après, on a en même temps mis ces gens-là. Et un autre document est sorti pour dire, on a nommé d'autres personnes à la place. Oui. 1196 directeurs d'école relevés de leur fonction de directeur. Et remplacés. Est-ce que, Eric Johnson, vous pensez, comme beaucoup dans l'opinion, que c'est consécutif à la grève? Mais c'est juste que ce ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a joint l'acte à la parole. Parce qu'il avait dit, il avait demandé, quand le mot d'ordre de grève est sorti, il avait envoyé une note à tous les directeurs d'être à leur poste et de faire la liste de présence qui doit être envoyée au ministère. Et malheureusement, ce sont les directeurs là-même qui n'étaient pas à leur poste. Donc, et si les nouveaux nommés aussi font la même chose, on va encore les remplacer. Autant que les gens vont faire, on va les remplacer. Finalement, il n'y aurait plus personne. Justement, c'est pour ça que je disais au départ que ça aurait été un mot d'ordre de grève de tout le corps enseignant, de toutes les fédérations là, que l'action aurait réussi pour ces enseignants. Et donc, à partir de ce moment, aujourd'hui, si quelqu'un qui n'est pas de la FESED est nommé, vous pensez que par solidarité, il va... Pas forcément, mais au moins ça devient encore
un autre élément qui peut être utilisé comme élément de discussion, et ça va créer encore des problèmes dont on n'avait pas forcément besoin. L'idée aussi peut-être c'est de dissuader tout mouvement à venir. Je pense il y a parfois une stratégie de terreur assumée aussi. La grève a été déjà faite. Oui. La grève est déjà passée. La grève est déjà passée. Donc ce n'est plus pour dissuader. Non, c'est juste pour dire que ce n'est pas pour dissuader. En réalité, ça a été déjà fait. D'éventuels mouvements, peut-être. Oui, parce que au fait, c'est l'autorité. C'est l'autorité du ministre qui est en jeu aujourd'hui. Mais l'autorité du père de famille n'est pas de tabasser ses enfants. Il a dit... L'autorité du père de famille n'est pas forcément de tabasser ses enfants. Le père de famille conscientise, le père de famille raisonne, le père de famille amadoue, etc. Le bâton ne vient qu'en dernière position. Tu as eu un bon papa alors. les générations ont changé. Hein. Oui, mais les choses ont changé. Oui, voilà. Mais de toutes les façons, je pense que faire une grève, lorsque vous êtes directeur de l'établissement, je pense que ces directeurs-là pouvaient arriver et rester, ne pas travailler parce qu'ils font partie de cette centrale syndicale. Et après dresser la liste, dresser une liste, parce que le plus courageux peut-être ça a été le directeur de l'EPP Nassibic dans le Dankpen, M. Tateré, qui a fait la liste et qui a mis son nom aussi dedans, qui a été relevé et remis à la disposition de la DRE maritime. Il dit que lui-même il n'est pas là. Donc il a mis les noms des autres enseignants qui ne sont pas là. Comment il a fait pour savoir qu'ils ne sont pas là? Oui, sûrement qu'il est allé, mais il n'est pas allé avec l'idée de travailler. Et je pense que les directeurs qui ne sont pas allés assument leur appartenance à ce syndicat. Et c'est tout à fait normal que le pouvoir a décidé de les licencier ou les a licenciés. Pas licenciés. Relever de leur fonction de directeur. Non, au fait, on leur a juste enlevé leur titre. C'est des titres de directeur. Mais ils continuent toujours pas à être enseignants. Ils vont toujours faire leur travail. Ça ne veut pas dire que aussi on va leur enlever leur salaire. Mais il y a des primes. Il y a des primes liées au poste de directeur. Mais aujourd'hui, vous savez, dans l'enseignement, ce sont les directeurs qui ont plus de problèmes. Avec surtout la gratuité de l'école. Mais ils ont plus de problèmes pour gérer ces écoles-là, parce qu'ils attendent toujours les gratifications de l'État, ils attendent, mais imaginez-vous la craie pour travailler, le matériel didactique, mais ils en manquent. Ils en manquent, ces directeurs-là. Donc, c'est eux qui ont plus de problèmes. Ça peut même décharger certains. Oui, justement, est-ce que c'est vrai, on les relève de leur fonction je voudrais ajouter un peu par rapport à la question que tu avais posée, Espero, par rapport au motif de grève des enseignants. Tu parlais de... Oui, à la situation des EV, on pouvait être solidaire aussi. Que Jerry Tama a cité dans son pamphlet. Mais tout ça, très sérieusement, c'est que c'est des revendications que les enseignants envoient chaque année au ministère de tutelle. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que le ministre au perché, il veut régler un truc d'ordre général. Mais les situations ne sont pas les mêmes dans tous les établissements. Hier, au cours d'une émission, il y a des jeunes confrères qui ont relevé des cas précis dans la ville de Lomé, mais j'étais étonné. J'étais ébahi, je dis, mais comment à Lomé, ça peut encore être possible? Et c'est qu'ils ont mené des enquêtes, ils ont été sur le terrain, ils ont vu, ils ont relevé des choses, et jusqu'à tomber même sur l'école primaire d'un membre du gouvernement qu'ils ont cité, etc. Mais c'est extrêmement grave. Ça veut dire que aujourd'hui, les revendications ne suivent pas forcément le circuit autorisé. Je veux dire, le directeur doit tout faire pour que l'inspecteur soit au courant des vraies difficultés,
on donne l'exemple d'une école qui est en manque à ce début d'année de 4 enseignants. 2 sont partis à la retraite. Maintenant, pour envoyer des enseignants dans cette école, on n'en envoie que 2. Ça veut dire que dans cette école-là, les enseignants vont faire un travail supplémentaire. Et non seulement ça, les salles de classe vont être bondées d'élèves. Et tout ça, là, il faut les régler de quelle manière? Tandis que dans d'autres établissements, il y a même des professeurs, des enseignants qu'on transforme en secrétaires parce qu'il y a un surplus. Mais tu vois, avec ça, il faut que les informations... Il faut faire l'état des lieux, et trouver des solutions. Maintenant, moi, je vais en venir à... tout cela montre aussi qu'il y a dans l'éducation au Togo un véritable malaise. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une méthode Kokoroko pour trouver des solutions? Je ne parle pas de sa rigueur pour mettre au pas les enseignants, mais des solutions à l'éducation togolaise. Normalement, on ne devait pas avoir une méthode Kokoroko. Ça ne serait peut-être pas la meilleure. On devrait avoir une solution nationale pour régler cette crise de l'éducation. L'éducation, la santé et l'alimentation, mais on ne blague pas avec. Est-ce qu'il ne faut pas, est-ce que ce n'est pas l'occasion de faire des états généraux de l'éducation? On le dit et puis on banalise et puis ça finit. Mais il y a un problème réel. Lorsque le gouvernement a décidé, par exemple, de passer à la gratuité, c'était une bonne chose. Mais est-ce qu'on a les moyens de faire? Aujourd'hui, on dit, quand vous allez à l'hôpital, vous n'avez, pour les femmes qui doivent accoucher, vous n'avez plus. Est-ce qu'il y a eu à vérifier les conséquences de ça? Est-ce qu'on ne sait pas qu'aujourd'hui, qu'avec ça, des infirmiers sont obligés de détourner du matériel, etc., etc. Voilà mon problème réel. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, comme a dit tout à l'heure Eric, de se percher quelque part et de faire voir. Il faut que ensemble tous les acteurs réfléchissent à la chose. C'est vrai qu'il y a des problèmes qui sont circonstanciels, qui sont peut-être isolés, mais il y a des problèmes d'ensemble aussi. Il faudrait donc qu'à un moment donné, on recense tout ça là et qu'on y apporte des réflexions profondes, mais qui doivent s'inscrire dans la durée. Il faut maintenant des programmes pluriannuels pour sortir notre pays de là où on est. Il ne s'agit plus d'improviser ou de prendre des méthodes qui peuvent fonctionner comme ça ne peut pas fonctionner. Je me rappelle qu'à un moment donné, j'aurais appris, parce que nous on est parti du campus ce matin, que quand vous êtes étudiant, vous faites signer un document comme quoi vous ne ferez pas la grève. Comment vous allez interdire à des gens de manifester leur mécontentement? La plus grave des choses, c'est de taper un enfant et de lui refuser de pleurer. Mais laissez-le au moins pleurer pour faire partie de sa douleur. Donc, pour dire que concrètement, une méthode Kokoroko peut marcher. Mais est-ce que ça va emporter l'adhésion de tout le monde ou ça va s'imposer à tout le monde? Si ça s'impose, ce n'est pas normal. Est-ce que une méthode Kokoroko, je vois un peu les réformes, plutôt. Je vois ça plutôt sous forme de réforme, comme ça s'est passé. Est-ce qu'il en est déjà porteur? Voilà, justement. C'est tout ce que tout le monde attend. Aujourd'hui, je vois Kokoroko avec ses circulaires, ses notes. Il en aimait beaucoup. Oui. Et je le vois en train de chercher à mettre un peu d'ordre. Et peut-être ces réformes vont suivre. Je vois un peu Jules Ferry en France, qui a fait de réelles réformes dans l'éducation en France. Et je me dis, si aujourd'hui, il touche, parce qu'il y a des choses que des enseignants ont toujours gardées pour eux, et qui sont devenus tabous dans l'enseignement, qu'il est en train de toucher. Et je me dis, si après avoir fait tout ça, une année, et à la suite, il n'y a pas de vraie réforme, là, la méthode Kokoroko n'existera plus. La durée d'un ministre à ce poste-là
être tributaire et des élections et de la volonté du chef de gouvernement. C'est un CDD. Oui, c'est pour ça que moi je dis une méthode Kokoroko peut être, mais ce n'est pas ça qui serait utile. Ce qui serait utile, c'est d'asseoir une politique nationale de l'éducation. Oui, parce que on parle aujourd'hui de méthode Kokoroko parce qu'on l'a vu à l'œuvre à l'université. C'est vrai qu'il a un peu ripolliné la façade. Oui. Tout le monde a dit, bon, voilà quelqu'un qui peut faire quelque chose. À l'éducation, vous sentez qu'il est en train... Est-ce que tout le monde est sûr qu'on peut dire qu'aujourd'hui, si on prend un étudiant qui sort aujourd'hui, il est mieux formé qu'un étudiant qui était sorti il y a quelques années? C'est pour ça que je parle de ripolliner la façade en tout cas. La façade n'est pas utile. C'est quel est l'objectif de la formation? Ce n'est pas être formé dans un bon endroit, mais c'est être bien formé dans un bon endroit. Donc, si on considère que l'endroit est aussi utile, c'est bien. Mais est-ce que si on ne s'est arrêté que à l'endroit, est-ce que ce serait bon? Non. Donc, peut-être qu'il va avoir de bonnes idées, mais peut-être qu'il n'aura pas le temps de les mettre en œuvre. Mais par contre, s'il fait en sorte qu'on puisse trouver, après des assises avec tous les acteurs, qu'on crée un cadre qui soit périn sur plusieurs années, qu'on assoit et que tout le peuple a accepté, même quand lui il part, ça va demeurer et c'est avec son nom. C'est pour ça et dans ce cas-là, on n'aura pas une méthode Kokoroko, mais on aura une politique réformes, ou des réformes Kokoroko qui auraient marché. Mais maintenant, si c'est vrai qu'il y a un ponctuel, qu'il y a des mauvaises choses à corriger, mais ce n'est pas en sortant le bâton à tout le temps et tabasser sur les gens. Il n'y a pratiquement que des sanctions. Est-ce à dire que tout le milieu éducatif primaire et secondaire, est-ce à dire que c'est déjà négatif? Non, il y a de bonnes choses. Montrer qu'il y a ces bonnes choses-là. Féliciter les gens pour ces bonnes choses-là et encourager les gens, puis faire des choses pour que tout le monde soit à l'aise. Vous n'avez pas l'impression qu'il tient le secteur de l'éducation par le bon bout actuellement? Par le bon bout, parce qu'il faut que moi-même je définisse c'est quoi clairement c'est quoi le bon bout. Parce que si je dois juger un ministre par rapport à ça, il faut que j'ai quand même les éléments d'appréciation. Mais je pense fondamentalement que en suivant un peu le ministre Kokoroko, c'est qu'il a la volonté de faire quelque chose. Il a la volonté de changer un peu le milieu. Parce qu'il y a des pratiques qui sont franchement malsaines qu'il faut corriger. Je crois qu'il a commencé. Mais il faudrait aussi que la méthode convienne à tout le monde pour que véritablement on puisse asseoir, comme le disait Spero, une vraie politique nationale de l'éducation. Mais c'est là tout l'enjeu aussi, parce qu'il ne faut pas, à la fin, après avoir mis tout le monde au pas, que, comme le disait Spero, que le contenu, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que l'élève qui est en train d'être moulu dans le système éducatif est mieux que ce qu'on a connu avant, parce que tout le monde dit il faut remettre en cause ce système-là? Pour le moment, non, parce que c'est pratiquement la même chose. Pour le moment, parce qu'il n'y a aucune réforme qu'on peut visiblement toucher aujourd'hui. Et donc, c'est l'ancien système qui est toujours en place. Maintenant, on attend les vraies réformes. Je crois que c'est à partir de ces réformes-là qu'on jugera du niveau de l'enseignement dans le pays. Alors, qu'est-ce que fait le ministre? Non, moi j'ai l'impression que malheureusement au Togo, on a envie d'avoir des magiciens. On ne peut pas en avoir. Tout le monde disait... Claude Leroy était fatigué. Le sorcier blanc était fatigué. Il fallait le remplacer. On l'a remplacé, on a eu encore des défaites. Est-ce qu'on a changé notre façon de préparer nos gens à aller jouer au football? C'est un autre problème. Est-ce qu'on a créé le cadre pour que nos gens aillent jouer au football? C'est un autre problème. C'est-à-dire que le ministre, je ne peux pas préjuger de leur bonne foi. Je suppose que si on a fait un gouvernement qu'on vous a pris, c'est qui a la compétence, c'est qui a un cahier de route à atteindre. Je suis d'accord. Mais nous, on constate simplement les résultats. Et je dis qu'apparemment, si on peut s'arrêter à cette date-là aujourd'hui, on ne sent encore rien. Or, si on ne sent encore rien, est-ce qu'on a posé les bonnes bases pour que dans quelques années, on sente des choses? C'est ça qui serait le plus utile. Est-ce qu'aujourd'hui,
on a pris par le bon bout en disant qu'il faut éradiquer les mauvaises herbes. Donc, prendre que des sanctions. Est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'on est en train de brûler des étapes. C'est-à-dire qu'au même moment où vous sanctionnez, ne sanctionnez peut-être pas les personnes, parce que c'est peut-être qu'ils sont dans un système. Corrigeons plutôt les systèmes. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui s'interroger? Vous voyez, là, je ne sais plus, au cours d'un débat, je me demandais, est-ce qu'aujourd'hui c'est normal que les enfants commencent à aller à l'école à 5 ans, ou à 6 ans, ou à 4 ans? Même en Europe, les réflexions se poursuivent là-dessus. Nous, on ne fait pas de réflexion en ce sens-là. Dans les pays scandinaves, par exemple, en Suède, l'enfant commence l'école véritablement à 8 ans. L'enfant peut arriver à l'école à 6 ans, mais tout ce qu'il apprend, il ne fait rien que de jouer. De jouer avec sa main, avec sa tête. Après, et tout ça là. après 2 ans, à 8 ans, il commence véritablement l'école. Est-ce qu'à un moment donné, cette question-là s'est posée réellement au Togo? Quel genre de citoyens voulons-nous former? Oui. Avant, nous, quand quelqu'un conduit une voiture et que ça s'embourbe, notre joie, c'est de pousser et de faire un peu de sport. Et puis, quand ça démarre, finalement, on rit et on s'en va. Aujourd'hui, le garçon qui veut te pousser veut d'abord que tu lui remettes de l'argent. Oui. C'est quel genre de citoyens nous formons? Voilà des petites questions sur lesquelles on doit pouvoir réfléchir. Est-ce qu'aujourd'hui, le ministre, et pas seulement de l'éducation, de tous les départements, est-ce que nos ministres sont en train de poser des jalons pour une certaine pérennité de notre vivre ensemble? C'est la grande question. Ce serait peut-être injuste d'accuser le professeur Kokoroko, que je respecte, de l'accuser qu'il ne donne pas de résultats. Mais est-ce que tout le système est fait en sorte qu'on ait quelque chose de plus périn, où on va encore continuer par faire des improvisations? Vous savez, par exemple, dans les pays européens, qu'on dise que c'est tel parti, c'est la droite ou c'est la gauche, il y a quand même un fond qu'on ne modifie pas. Il y a une lancée nationale qu'on ne change pas. Il y a des valeurs qu'on ne change pas. Et donc, si nous, on a, je ne dirais pas qu'on a la chance ou la malchance, on est dans un système, dans un fond, avec des choses qui n'ont pas véritablement changé, et que même là, il n'y a pas une véritable continuité avec une vision pour quelque part, je pense qu'il y a un problème. Et finalement, qu'est-ce qu'on va dire le ministre Kokoroko, pauvre de lui? Évidemment, il t'a déjà donné la réponse en disant qu'il ne va pas l'accuser parmi tout le gouvernement pour ce qu'il fait de bien ou non. Mais ce qui se passe, je crois que le ministre Kokoroko, il est dans un secteur qui est très bouillonnant et il doit adopter une certaine stratégie qui amène tout le monde vers lui, c'est-à-dire vers sa personne, parce que j'ai pas l'habitude de parler de personne, mais là je dis sa personne parce qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe, c'est lui on voit. Mais il faut que les gens l'acceptent en tant que ministre de tutelle et que les gens lui apportent ce qu'il faut, c'est-à-dire que les vraies critiques pour les réformes futures de l'éducation nationale. Vous le voyez actuellement ouvert aux critiques? Ouvert aux critiques, je ne crois pas. Si tout récemment, il a eu à sanctionner un inspecteur pour avoir raconté des choses sur les réseaux sociaux. Je ne le vois pas, hein, mais je me dis, il doit forcément être ouvert à tout le monde. Parce que c'est comme un chef de famille. Mais tout le monde ne peut jamais être d'accord avec toi. Clair. Il faut que tu acceptes cela et que tu avances avec tout le monde. Il faut reconnaître que la gestion, la gestion d'un groupe par l'esprit participatif est plus difficile que la gestion par la force. Amener les gens à adhérer à une façon de voir, c'est toujours plus difficile que de chercher à imposer. Or, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on est encore à l'étape où
on doit imposer. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Aujourd'hui, le monde est plus ouvert avec l'éthique. Donc, si le monde est ouvert au TIC, tout le monde voit un peu ce qui se passe dehors. Ce qui est arrivé à George, rapide, hein? Oui, ce qui est arrivé à George Floyd aux États-Unis, mais arrive tout le temps aux États-Unis. Ça arrivait. Et ça arrive. Et ça va arriver. Mais aujourd'hui, dès que ça va arriver, tout le monde va être au courant. Parce qu'il y a l'éthique. Ouais. Donc, faisons les choses autrement. J'ai dit à un moment donné, toujours dans vos studios ici, qu'il est temps qu'on cherche l'adhésion de tous les Togolais autour d'un idéal national. Et ça, personne ne veut le faire. Il nous faut un idéal national. Quand on joue un match de football et qu'un seul Togolais dise on n'a qu'à gagner le Togo, je pense qu'il y a un problème. Au Ghana, même si on n'est pas d'accord avec l'entraîneur, vous verrez tous les Ghanéens solidaires avec leur équipe. D'accord. Et donc, c'est des problèmes fondamentaux qu'il faut pouvoir régler. Ce sera votre mot de fin. Spero Maoulé, président du groupe d'action pour la gouvernance et la démocratie. Et Eric Johnson, directeur de publication de l'hebdomadaire L'Union. Messieurs, merci d'être passé animé. Hebdomadaire, oui. Merci d'être passé animer cette émission. Et merci à vous tous qui nous avez suivis d'un peu partout sur la planète. Je vous donne rendez-vous le samedi prochain.